C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la mort de Saïf al-Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Il est décédé. Une information confirmée par ses proches. Nous serons à Tunis avec notre correspondante régionale dans un instant. Le déploiement d'une mission de l'ONU dans l'est de la République démocratique du Congo, une mission pour la mise en œuvre d'un cessez-le-feu dans la région. Les violences y sont constantes malgré plusieurs accords. Ce soir, on vous emmène justement dans l'est, dans le territoire de Fizi. Reportage exclusif à suivre. Et puis la 6e saison de la Basketball Africa League, elle se déroule cette année en mars. La compétition interclub de la NBA sur le continent africain est de plus en plus populaire. Son président basé à Dakar a répondu aux questions de notre correspondant. Les détails à la fin de cette édition. Saïf al-Islam Kadhafi, le sulfureux fils de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi, est décédé. Sa mort a été confirmée par des proches et par son avocat sur notre antenne arabophone, la correspondance régionale de Lilia Blaise. Ce que l'on sait, c'est ce que rapportent les médias libyens ainsi que son conseiller Abdullah Othman Abdourahim, qui a annoncé qu'il était décédé dans une publication Facebook. Son cousin Hamid Kadhafi l'a aussi confirmé par téléphone à une chaîne de télévision libyenne. Alors Saïf al-Islam Kadhafi serait mort au nord-ouest libyen, à Zinten, une ville importante lors du soulèvement libyen en 2011, où s'y sont déroulées plusieurs batailles entre pro-Kadhafi et insurgés. Mais c'est aussi la ville d'où Saïf al-Islam avait été libéré en 2017 par des groupes armés après avoir été condamné à mort en 2015 par le tribunal de Tripoli. Alors son conseiller a également affirmé à la télévision libyenne qu'il aurait été tué par des hommes armés lors d'un assaut sur sa résidence, mais les auteurs ou les circonstances de l'attaque n'ont pas été encore détaillées. Âgé de 53 ans, Saïf al-Islam Kadhafi faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale depuis 2011 pour crimes contre l'humanité. Elle l'accuse d'avoir joué un rôle clé dans la mise en œuvre d'un plan conçu par Mouammar Kadhafi pour réprimer par tous les moyens le soulèvement populaire en Libye. Et depuis l'annonce de sa libération en 2017, la localisation de Saïf al-Islam n'était pas du tout connue. Il était réapparu sur la scène médiatique en 2021 lorsqu'il avait annoncé sa candidature à la présidentielle, une élection présidentielle qui ne s'était finalement pas tenue. À l'époque, Saïf al-Islam représentait un rival pour le maréchal Haftar qui gouverne actuellement l'Est libyen, puisqu'il visait la même base électorale. Il avait également fait parler de lui en janvier 2025 lorsqu'il avait donné par écrit une interview exclusive à la radio RFI où il avait affirmé en plein procès de Nicolas Sarkozy que l'ancien président français avait bien reçu des financements libyens pour sa campagne électorale en 2007. Alors, depuis sa libération, sa cachette était restée l'un des secrets les mieux gardés en Libye. Il était resté jusqu'à l'annonce de sa mort une figure assez clivante dans une Libye très divisée, symbole de la répression de 2011 et par extension de la dictature de son père pour certains, et pour d'autres, c'était un homme de réseau et un fin connaisseur de la politique. L'ONU va déployer dans les prochains jours une mission dans l'est de la République démocratique du Congo pour la mise en œuvre d'un cessez-le-feu dans la région, une région où les violences se poursuivent malgré plusieurs accords. Cette annonce intervient alors qu'une nouvelle rencontre a eu lieu lundi à Doha entre les représentants du M23 et des émissaires des autorités congolaises. Et justement, on va se rendre dans l'Est et plus particulièrement dans le territoire de Fizi, où les combats qui opposent l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23 soutenus par des milices locales et le Rwanda font rage. Le CICR a lancé une alerte sur un afflux de blessés par balles. Reportage d'Aurélie Bazara Kibangula et Emmett Livingstone. Ce soldat arrive à l'hôpital de Fizi, porté à bout de bras par ses camarades. Nouveau patient, mettez-les d'abord ici. Il vient directement de la ligne de front, blessé par balle aux 2 jambes. Le médecin ne sait pas encore s'il va pouvoir sauver l'une de ses jambes. Il a les signes d'atteinte nerveuse au niveau du membre inférieur droit, parce qu'il n'a pas de sensibilité dans toute la région qui vient en dessous de la plaie. La localité de Fizi est prise en étau dans les combats, où à quelques kilomètres de là s'affrontent l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo
et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Les équipes médicales habituées à la médecine générale ont dû s'adapter pour pratiquer la médecine de guerre. Ce jour-là, 4 nouvelles admissions en moins de 2 heures et les opérations chirurgicales s'enchaînent. Sur la table d'opération, un Wazalendo qui a reçu une balle dans la mâchoire. C'est la 5e opération de la journée pour le chirurgien. C'est intense pour le moment, mais petit à petit, on est en train de trouver le rythme. Au départ, on était un peu perdu, déséquilibré, mais ça va. On est en train de le gérer comme on peut. Parce qu'après, vous allez me demander est-ce que c'est ci, c'est là. Non, on fait avec les moyens de bord. Avec les moyens qu'on a, on arrive à gérer les 8 patients par jour. Dans les chambres, les 25 lits sont occupés. Des tentes ont dû être installées pour accueillir une trentaine de patients supplémentaires dans un hôpital qui manque de tout. On a préparé des colis qui sont à Goma, à Beni plutôt, mais c'est difficile de les acheminer. Voilà, la voie aussi n'est pas ça. Pour convoyer du matériel aussi, ça prend du temps. Donc ça fait que la plupart du temps, on a des ruptures. Pour ces jeunes Congolais du territoire de Fizi, les convalescences sont longues et souvent traumatisantes. Mais la majorité des soldats et des Wazalendo que nous avons rencontrés nous ont dit vouloir guérir au plus vite pour retourner combattre au front. Ce procès qui rouvre aujourd'hui à la Cour d'assises de Paris, après avoir été condamné pour complicité de génocide en décembre 2021, le franco-rwandais Claude Muhayimana va de nouveau faire face à ses juges. Il avait été condamné à 14 ans de prison en première instance pour avoir transporté des miliciens sur différents lieux de massacre lors du génocide des Tutsis en 1994. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ludovic de Foucault. Plus de 4 ans après, Claude Muhayimana est de retour devant la cour d'assises de Paris. Cet ancien chauffeur à Kibuye, dans l'ouest du Rwanda, avait été reconnu coupable en première instance de complicité de génocide et crimes contre l'humanité. Condamné à 14 ans de prison, il avait fait appel et sa détention provisoire avait été levée il y a un peu plus de 2 ans. Il est toujours accusé d'avoir volontairement transporté des miliciens Interahamwe, bras armés du régime génocidaire Hutu, sur des lieux de massacre de Tutsis. Le franco-rwandais plaide la contrainte et clame son innocence. Mon client est innocent des faits qui lui sont reprochés. Il n'a pas participé au génocide et a au contraire activement participé à sauver des vies. En décembre 2021, cette défense n'avait absolument pas convaincu les parties civiles qui avaient saisi la justice française au nom de la compétence universelle. Claude Muhayimana aurait très bien pu refuser comme d'autres l'ont fait. Il aurait pu aussi fuir au Congo, puisqu'il prétend avoir aidé des gens à fuir au Congo. Lui-même aurait pu fuir s'il n'avait pas voulu participer au génocide. Donc je crois que c'est un argument complètement fallacieux. C'est également ce qu'avait retenu le président du tribunal de l'époque, qui avait en outre très peu apprécié de découvrir qu'Alain Muhayimana avait mandaté une avocate rwandaise pour rencontrer des témoins à Kigali et acheter leur version des faits. Le procès doit se tenir jusqu'au 27 février. Le prévenu encourt la réclusion criminelle à perpétuité. En bref, l'armée soudanaise a réussi à briser mardi le long siège imposé par les paramilitaires des RSF à Kadougili, capitale du Kordofan Sud, une région stratégique où les combats ont fait fuir des dizaines de milliers de personnes. Les populations et les humanitaires espèrent que cette percée de l'armée régulière dans la région permettra la circulation des citoyens, de l'aide humanitaire et des échanges commerciaux. En Guinée, le président Mamadi Doumbouya a dévoilé les noms des 20 membres de la nouvelle équipe gouvernementale. Pas de grands changements à noter, sauf peut-être l'arrivée de nouvelles figures, notamment des femmes à des postes stratégiques. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Parmi les nouveaux visages figure Ibrahima Souri de Tunkara, magistrat bien connu des Guinéens pour avoir présidé le procès du massacre du 28 septembre 2009. Il est nommé ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Autre nomination marquante, celle d'un général de l'armée, Ahmed Mohamed Ouri Diallo, qui prend les commandes du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, dans un contexte particulièrement sensible. Les 2 femmes intégrant le nouveau gouvernement héritent des ministères de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que celui de la femme, de la famille et des solidarités.
Le très stratégique ministère de l'économie et des finances et du budget, longtemps dirigé par des hommes, est désormais confié à une femme. Ce gouvernement est le premier de la présidence de Mamadi Doumbouya, élu sans surprise lors de l'élection présidentielle du 28 décembre dernier pour un mandat de 7 ans. On en vient à la 6e saison de la Basketball Africa League. Elle se déroule cette année en mars. La compétition interclub de la NBA sur le continent africain est de plus en plus populaire. 12 équipes, 2 conférences et un succès économique record sont attendus, selon le président de la BAL, basé à Dakar. La correspondance d'Eli Mandao. Comme en NBA, cette 6e édition de la Basketball Africa League aura 2 conférences. La conférence Sahara qui se déroulera à Rabat au Maroc et la conférence Kalahari qui, elle, aura lieu à Pretoria. Les 12 meilleures équipes du continent s'affronteront et les 8 meilleures se qualifieront pour les playoffs qui auront lieu comme à l'accoutumée à Kigali. La Basketball Africa League, fruit de l'investissement de la NBA sur le continent africain, se développe de plus en plus ces dernières années. Et selon Amadou Galofal, le président de la BAL, l'objectif est d'aller même vers des franchises. Des franchises pour pouvoir garantir la durabilité financière dans le long terme. C'est vrai qu'en termes d'engouement, en termes de passion et d'intérêt que le public manifeste pour la Basketball Africa League, nous sommes très satisfaits. Mais nous continuons à subir ce très très lourd investissement. Ces franchises vont nous permettre de pérenniser l'opportunité parce que ça va nous permettre d'accélérer la professionnalisation de tout l'environnement. Le coup d'envoi de cette 6e édition de la Basketball Africa League sera donné le 27 mars 2026 à Pretoria. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Tara Souvé. Merci à nos correspondants. Et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.